Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette grande première, le grand live de l'industrie à l'occasion des journées de l'industrie en Bretagne jusqu'au 2 avril. Pendant près d'une heure et demie, avec mes invités, vous allez suivre à travers les 5 étapes du cycle de création d'un produit et des métiers, de la R&D jusqu'aux fonctions support. Eh bien, comment l'industrie répond aux enjeux régionaux avec des vidéos et témoignages de celles et ceux qui travaillent dans différentes branches métiers. Lutter contre l'image désuète dont souffre encore parfois l'industrie et ainsi attirer les meilleurs talents. Il faut absolument expliquer qu'on peut y faire carrière, que le métier et le mérite y est récompensé. Ce sont les mots de Bruno Grandjean dans le journal Les Échos, l'ancien patron d'AIF, l'Alliance Industrie du Futur. Et c'est exactement ce que nous allons vous démontrer avec mes invités. La dynamique des métiers de l'industrie bretonne, un secteur d'avenir. Regardez ce chiffre, 170 000 emplois. Avec des entreprises et des possibilités partout en région Bretagne, 80% de PME, 20% de grosses entreprises. Vous êtes des professionnels de l'enseignement, de l'orientation, de l'emploi, parents, salariés, dirigeants, jeunes, personnes en recherche d'emploi. Eh bien, nous sommes heureux de vous retrouver en direct pour ce grand live de l'industrie proposé par Agir Bretagne en partenariat avec notre partenaire financier Opco2i et les partenaires régionaux de la semaine de l'industrie que l'on va voir à l'écran. Voilà. On les remercie beaucoup. Je vous invite à poser vos questions, participer pendant ce grand live avec nos intervenants. Pour démarrer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Daniel Tunier. Bonsoir Daniel. Bonsoir Vincent. Alors, vous êtes le président d'Agir Bretagne et Anaïg Evan, le Lièvre, chef de projet attractivité industrie bretonne chez Agir Bretagne. Bonjour. Bonsoir Anaïg. On va commencer avec vous Daniel. Agir Bretagne, c'est quoi tout d'abord ? Agir Bretagne, c'est une association interprofessionnelle qui regroupe les 6 principaux secteurs industriels bretons. L'agroalimentaire, la métallurgie, la plasturgie, le bois, la chimie, les carrières et les matériaux de construction. Sa mission, c'est en fait de mieux faire connaître l'industrie et la diversité des métiers industriels. Ils sont nombreux, vous allez le voir. C'est aussi montrer les belles opportunités qu'elle offre en Bretagne. Pourquoi cette émission ? Pour faire savoir que l'industrie bretonne reste dynamique, l'industrie en général, mais l'industrie bretonne en particulier, sur notre territoire, et qu'elle offre de belles opportunités pour les jeunes et pour toute personne en recherche d'emploi ou en mobilité professionnelle. Il faut savoir que l'industrie, vous avez cité des chiffres tout à l'heure, continue à recruter de façon constante. En 2019, il y a eu 20 000 recrutements en CDI. En Bretagne. Et la baisse reste légère à fin 2020, malgré la crise sanitaire. Nous sommes la région la plus stable de France, parce que nous avons des secteurs porteurs, comme la filière agri-agro, la filière de l'agroéquipement, le secteur de la défense, grâce à la navale, et aussi l'aéronautique militaire, avec le Rafale notamment. Le secteur des équipements médicaux aussi, et la crise sanitaire l'a montré. Nous fabriquons par exemple des masques, différents gels, des visières, des lits médicalisés, des boîtiers de test, des respirateurs, des bouteilles d'oxygène. En lien, bien sûr, avec toute cette crise sanitaire qui n'est pas terminée. L'émission va permettre de donner les clés de compréhension sur la diversité des métiers et des formations, puisqu'il y a un large choix, quel que soit son niveau ou ses aspirations. Et on peut souligner d'ailleurs l'importance de la région dans la formation. Oui, vous avez raison, la région Bretagne a une compétence particulière d'information sur les métiers et les formations. Elle soutient notre projet de faire connaître ce secteur industriel. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'IDEO, le service public régional d'information et d'orientation dont Agir est membre associé. Anaïg, je me tourne vers vous. Quels sont les outils que vous mettez à disposition des jeunes, parents et les enseignants qui nous regardent actuellement ? Alors, un tout nouvel outil, le parcours des métiers industriels. Nous avons développé donc ce site internet qui permet de façon ludique et pédagogique de mieux comprendre le fonctionnement d'une entreprise industrielle et les nombreux métiers que l'on peut y trouver. Alors, on va le voir, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ce site présente le cycle de fabrication d'un produit industriel. Ce cycle est découpé en 5 grandes étapes, donc la recherche et développement, la production, la maintenance, la qualité, sécurité, environnement et enfin les fonctions support. Chaque étape est cliquable et permet d'avoir des informations spécifiques, comme on le voit ici. Donc ainsi, vous trouverez des informations sur les métiers et les formations, et aussi sur les qualités principales requises, les différents secteurs industriels, et vous pourrez aussi découvrir les produits fabriqués par l'industrie bretonne, et ils sont nombreux.
Voilà, donc les nombreux liens sur le site renvoient vers le site IDEO dont on vient de parler, ideo.bretagne.bzh, le service d'information et d'aide à l'orientation en Bretagne, le site Onicep Mon Industrie ou encore vers le site des différents secteurs industriels. Une petite vidéo donc est accessible à droite de l'écran par ce bouton, une petite vidéo d'1 minute. Voilà. Et enfin, pour les professionnels, donc les enseignants, les professionnels de l'orientation, de l'emploi, de l'insertion et les industriels, ont un espace dédié accessible via le bouton orange en bas de l'écran. Et donc sur cet espace, là on voit le formulaire, ils peuvent télécharger gratuitement un kit pédagogique conçu spécialement pour eux, pour animer un atelier ou un cours d'1 heure avec des jeunes, pour leur faire eux aussi découvrir l'industrie et ses métiers. Voilà Vincent. Merci Anna Héguin et merci Daniel. On vous retrouve à la conclusion de cette émission, Daniel. On compte sur vous. Nous allons donc avec vous suivre ce parcours des métiers. Nous évoquerons la formation, l'emploi, l'évolution professionnelle, le numérique, cybersécurité, la RSE ou encore la mixité et l'innovation. C'est d'ailleurs la première étape du cycle de création d'un produit. Bonjour Mathieu Lussier. Bonjour. Alors vous êtes chef de projet recherche et développement chez Solina. Alors première question, Solina c'est quoi? Alors Solina c'est le leader des solutions salées en Europe, donc pour l'industrie agroalimentaire. On est basé à Bréal-sous-Montfort, près de Rennes. Donc le groupe Solina c'est un acteur majeur du marché mondial des ingrédients agroalimentaires. Donc on élabore des marinades liquides, des enrobages poudres, des mix d'épices pour l'industrie agroalimentaire, donc pour la viande, l'industrie des plats végétariens, les plats préparés, mais aussi les restaurants et les bouchers, charcutiers, traiteurs. Donc c'est une belle entreprise qui représente combien de salariés? Alors à peu près sur le groupe, on est environ à 4000 employés. Alors on va voir justement une carte de Solina. On voit donc des sites en France et il y en a un petit peu partout, dans le monde. Hein. C'est exactement ça. C'est un beau groupe Solina. Merci en tout cas Mathieu d'être avec nous. On va parler ensemble de votre travail, de votre parcours après un extrait du film Parcours des métiers industriels. Regardez. Un produit, ça s'invente, se réfléchit, on le pense, puis on le dessine. Après, il faut le tester avant de le produire. Plus la préparation est précise et plus la production sera optimisée. Cette phase s'appelle la recherche et développement, dans le jargon industriel, la R&D. Et grâce à ça, Thomas, on peut fabriquer cette brique de lait et Anaïs, cette carte électronique. Ça doit impliquer beaucoup de métiers alors? Oui, regardez. Les entreprises inventent sans cesse de nouveaux produits pour répondre aux besoins des consommateurs. Plus modernes, plus pratiques, moins polluants. C'est la R&D qui est à l'origine de toute nouvelle invention. Par exemple, un nouveau parfum de glace, un nouveau logiciel de jeu, de nouveaux matériaux pour les routes ou l'habitat. Je suis en interaction avec tous les services de l'entreprise, c'est très intéressant et très complet. J'ai commencé par faire un bac scientifique, ensuite j'ai fait une fac. La chimie peut ouvrir à des métiers que parfois on ignore quand on est en terminale. Bonjour, je suis Frédéric Landais, je suis le responsable du service BE Industrialisation. Nous avons la particularité de produire des pièces de ce type-là et nous avons développé avec la nouvelle technologie impression 3D des préhensions de ce type-là pour pouvoir récupérer l'ensemble de la pièce. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est la partie créativité. Encore une fois, c'est répondre aux besoins clients en imaginant quelque chose qu'ils n'imaginent pas. Et le film complet est à retrouver sur la plateforme digitale de l'événement. Alors on l'a compris, avant de produire, eh bien, il faut travailler sur la conception de nouveaux produits avec de nouveaux matériaux, faire des tests, réaliser des prototypes et des maquettes. C'est quoi votre job et l'enjeu de la R&D chez Solina? Alors nous, l'enjeu en R&D alimentaire aujourd'hui, c'est évidemment le retrait de certains additifs qui sont parfois controversés. Donc ça passe par le retravail de nombreux produits. C'est aussi l'amélioration, ce qu'on appelle organoleptique des produits, donc améliorer que ce soit le goût, la conservation ou bien l'aspect fonctionnel. Et c'est sans cesse, donc en innovation, toujours rechercher de nouveaux produits, de nouvelles tendances, de nouvelles matières premières
pour vraiment avoir un produit performant et en accord avec les tendances et les attentes du consommateur. Ouais, ça c'est important, c'est une vraie recherche, hein, les attentes des consommateurs. Comment est-ce que vous travaillez quotidiennement avec les autres services? Alors nous, en tant que R&D, on a beaucoup d'interactions avec les autres services, à savoir tout d'abord la production. Il faut évidemment qu'on puisse créer un produit qui soit faisable en production. C'est aussi les achats, parce que évidemment sans matière première on ne peut pas créer de produit fini. Il y a aussi évidemment la qualité pour respecter tous les aspects réglementaires et les attentes des clients. Et enfin le marketing, donc là encore pour être en accord avec les attentes du marché. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours, votre formation? Comment est-ce que vous êtes arrivé à la R&D chez Solina? Alors moi, tout d'abord, ce que j'ai fait après mon bac scientifique, donc c'est un IUT, l'IUT d'Angers. Donc là, c'est une formation très professionnalisante qui allie le savoir théorique et le savoir technique. Donc de là, ensuite, j'ai réalisé une école d'ingénieur, donc Polytech aussi à Angers. Donc là, on apprend vraiment à travailler en mode gestion de projet, donc allier ses compétences un petit peu techniques avec le fonctionnement projet. Et donc, vous avez complété vos formations au sein même de Solina? Oui, notamment en analyse sensorielle pour tout ce qui est goût. Donc ça se complète au fur et à mesure. Donc ça, on le fait tout au long de... C'est un entraînement, c'est comme du sport, on le fait vraiment tout au long de notre vie professionnelle. Alors, vous dites que vous êtes passé par Polytech Angers, c'est ça? On rappelle quand même qu'il y a de grandes écoles aussi sur le territoire breton. Vous auriez pu faire aussi une école en Bretagne. Et vous êtes passé de la douceur angevine donc à la douceur bretonne, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qui vous plaît de travailler chez Solina? Alors vraiment, ce qu'il y a de bien chez Solina, c'est vraiment la diversité des produits, donc la diversité des clients. On fait des mix d'épices, des enrobages poudre et des marinades pour tout type de clients. Donc ce qui est vraiment bien, c'est de travailler sur ces différents produits finis. Car c'est aussi ça chez Solina, c'est qu'on travaille sur les produits de nos clients. Et pourquoi l'agroalimentaire et l'industrie? Alors moi, j'ai choisi l'agroalimentaire parce que mon père étant agriculteur, j'ai toujours voulu savoir quel était le devenir des produits issus de l'agriculture française. Donc c'est pour ça, et aussi pour améliorer tout ce qui était produit qu'on peut trouver dans les supermarchés et prouver un peu qu'on peut trouver aussi des bonnes choses dans l'industrie. On vous sent donc habité par votre parcours, votre travail au quotidien avec quand même, on le rappelle et on le voit, c'est quelque chose qui est porteuse de sens et de valeur. Et ça, vous y tenez justement. Oui, et c'est vraiment ce qu'on peut souligner parce qu'en étant dans cette industrie-là, on peut lutter activement contre les idées reçues et aussi améliorer au jour le jour la production des produits alimentaires. Ouais, c'est vrai qu'on peut le rappeler, il y a une vraie prise de conscience pour bien produire et le manger mieux. Alors on va passer aux questions du chat. Bonjour, est-ce que vous proposez des offres d'emploi? Alors actuellement, oui, on propose des offres d'emploi, notamment en production. En R&D, donc on a eu des recrutements récemment, mais non, on propose, oui. Oui, en ce moment, oui, il y a des offres d'emploi. Très bien. Si on a d'autres questions sur le chat, n'hésitez pas à nous les envoyer. On peut me le dire aussi dans l'oreillette, il n'y a aucun souci. Dernière question, si on n'a pas de questions sur le chat, quelle qualité faut-il pour travailler en R&D? Pour travailler en R&D, il faut vraiment être stimulé et être intéressé par le monde qui nous entoure et notamment le domaine qui nous entoure, à savoir l'alimentaire. Merci en tout cas Mathieu d'être venu sur ce plateau du grand live de l'industrie. Après la R&D, eh bien, le produit devient réalité, on le crée, place à la production. La production est une étape métier qui est évidemment conséquente dans l'industrie puisqu'elle regroupe le plus de métiers de besoin pour les entreprises. Explication avec un extrait du film Parcours des métiers industriels. Fabriquer un produit nécessite une ou plusieurs étapes. Cela se fait en général à l'aide de machines programmables. Dans certaines entreprises, on utilise une ligne de production automatisée. La ligne de production assure que les produits seront tous fabriqués à l'identique
et qu'ils auront la même qualité. On travaille aussi en îlot de production, ça veut dire que l'on va travailler en petits groupes sur plusieurs étapes de production du produit. D'autres métiers font appel à des aptitudes manuelles ou un savoir-faire spécifique. Parfois en utilisant des machines, parfois pas du tout. On peut les comparer à des artisans ou même à des artistes. Mon travail, quoi, je l'aime bien. Donc le fait que c'est dans les gâteaux en plus, ça revient à mon métier. De gérer des choses un peu plus que tant que pâtissier. En tant que pâtissier, on a juste son petit pétrin, enfin le pétrin à gérer. Que là maintenant, j'ai le pâtissier, l'aide, les confituriers, plus gérer le four. C'est pas forcément compliqué, ni physique. Si on démarre de rien, on peut évoluer dans l'entreprise et il n'y a pas de souci, quoi. Venez jeter un coup d'œil. En fait, dans l'agroalimentaire, il n'y a pas que le conditionnement. Il y a beaucoup de métiers qui touchent l'agroalimentaire. Il y a la qualité, il y a la pro. Vous avez conducteur de machine, conducteur de ligne. Je suis Julien, j'ai 25 ans, je travaille dans l'entreprise Diamac depuis 7 ans, je suis régleur sur machine-outil. Je suis arrivé chez Diamac il y a 7 ans pour mon contrat d'apprentissage en BTS que j'ai poursuivi donc 3 ans en école d'ingénieur et ça fait 2 ans que je suis employé en CDI. On a une très bonne ambiance chez nous, dans l'atelier, même dans les bureaux. C'est pas un problème de venir au boulot le matin quand on sait qu'on va retrouver nos collègues. La journée se passe très bien. On fait des choses qui sont tangibles. Quand on a fini notre fabrication, on a la pièce dans les mains. Voilà, c'est moi qui ai fait ça. C'est un côté gratifiant qui est assez appréciable. Ce que j'aime dans mon métier, c'est le fait de ne pas être assise toute la journée à un même poste. C'est vrai que c'est un métier qui offre pas mal de liberté et de mouvement. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un nouveau regard sur le bois. C'est très intéressant de voir en fait le produit brut et ce qu'on peut en faire à la fin. Et on peut aussi faire une très très belle carrière professionnelle et évoluer au sein des différentes entreprises industrielles sur le territoire breton. Comment faire pour accéder aux métiers industriels, acquérir des compétences? Nous allons donc axer sur les besoins en emploi et les offres de formation. Bonsoir Isabelle Coulon. Bonsoir Vincent. Alors vous êtes déléguée adjointe à la DAFPIC de Rennes, c'est la délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue. Merci d'être avec nous. Bonsoir Vincent Maisonneuve. Bonsoir Vincent. Alors vous êtes directeur du lycée Marcel Callot à Redon. Tout à fait. Et à mes côtés, nous avons Céline Jardin qui est responsable d'équipe au Pôle emploi de Fougères. Bonjour Vincent. Bonsoir Céline. On va commencer avec vous Isabelle Coulon. On peut commencer avec un état des lieux de l'offre de formation en Bretagne. Donc, va s'afficher à l'écran la carte des formations en Bretagne, enfin des établissements de formation, et où on peut s'apercevoir que la répartition des établissements est sur tout l'ensemble du territoire breton. Donc, on y trouve tous les niveaux de formation, les CAP, Bac Pro, brevet professionnel, mention complémentaire, titre pro, BTS, DUT, ingénieur, c'est-à-dire du Bac-3 au Bac+3. Les spécialités proposées dans toutes ces formations permettent d'acquérir des compétences variées. On a bien sûr la maintenance industrielle, la mécanique, la chaudronnerie, l'énergie, la soudure, l'outillage, l'usinage, les conduites de ligne. Toutes les formations proposées trouvent un écho dans les entreprises bretonnes. Les publics concernés, on parle de formation tout au long de la vie, puisqu'on va retrouver les scolaires, les élèves, les apprentis, c'est-à-dire les jeunes jusqu'à 30 ans, et les adultes en formation continue. On peut également faire des parcours un petit peu personnalisés, puisque un jeune peut très bien commencer son cursus en première année sous statut scolaire, et ensuite faire une deuxième année, un CAP par exemple, en apprentissage. Ouais, parcours mixte. Parcours mixte. Et ce parcours mixte, on peut le faire également en BTS. Le niveau apporte peu. Et on a aussi une façon de se préparer au métier de l'industrie. C'est en lycée général et en lycée technologique. On peut choisir, un élève peut choisir la spécialité sciences de l'ingénieur en lycée général. Et en lycée technologique, STI2D, on a donc plus de 50 établissements qui proposent ces formations dans le secteur industriel. Alors, on parle de formation pour quel secteur ? Alors maintenant, ces compétences sont transversales. On peut travailler dans tous les secteurs professionnels. Donc, on en a parlé au tout début de cette émission. Et bien sûr, le secteur agroalimentaire en Cornouailles, là, du côté de Quimper. On a les industries navales, Brest, Lorient, qui sont réputées tout le pourtour breton, le littoral breton.
On trouve également la chimie, l'éolien. On a aussi de la maintenance éolienne maintenant à l'UDEAC. Et par exemple aussi les énergies marines renouvelables qu'on appelle EMR. Alors les métiers dans l'industrie évoluent, les formations aussi du coup. Oui, oui, oui. Donc les référentiels des diplômes sont rédigés avec les professionnels. À titre d'exemple, le bac pro MEI, maintenance des équipements industriels, disparaît au profit du bac pro maintenance des systèmes de production connectés à la rentrée 2021. Et vous voyez déjà dans le titre, les systèmes de production connectés, on voit toute l'innovation que l'on a dans ce diplôme. Dans ce diplôme, on aura des nouvelles compétences. Bon, la robotique, ça fait déjà longtemps qu'elle est présente, mais on a aussi la cobotique, l'intelligence artificielle, l'entreprise 4.0. Tout ça, c'est des nouveautés qui sont en lien avec les besoins de compétences des entreprises. C'est des formations qui s'adressent aux hommes comme aux femmes, avec des outils numériques de plus en plus présents. Je voudrais parler aussi à ceux qui sont en activité, qui nous écoutent, que la VAE, la validation des acquis de l'expérience, permet également d'obtenir un diplôme. Et ce diplôme permet ensuite, pour pouvoir ensuite suivre une formation d'un niveau supérieur. Parce qu'on est tous amenés à changer dans notre carrière professionnelle, à changer plusieurs fois de métier. C'est vrai. Et on doit monter en compétences. Et cette formation tout au long de la vie, elle est là pour y répondre et nous aider à évoluer dans notre vie. Merci Isabelle. Alors une grande présence, vous l'avez compris, territoriale de formation sur les métiers de l'industrie. Alors Vincent Maisonneuve, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter en quelques mots votre lycée et les formations dispensées liées à l'industrie? Eh bien, le lycée Marcel Callot, qui est à Redon, propose 16 diplômes. C'est un établissement qui propose 3 cycles d'études, un cycle général, donc avec le bac général, avec bien entendu la formation sciences de l'ingénieur, mais également les bacs STI 2D, donc qui complètent cette formation par la partie technologique. Et puis nous avons également 6 bacs professionnels à dominante industrielle, de l'automobile au métier d'électricité, productique, maintenance, aéronautique, et puis également le petit dernier, le traitement des matériaux. Et pour couvrir cela, eh bien également un pôle supérieur composé de BTS industriels, de formations complémentaires, compétition automobile, spécialité française, il en existe 2 en France, et puis une classe préparatoire d'entrée aux grandes écoles. Comment choisir sa formation quand on est indécis? Moi, je me mets à la place d'un jeune qui nous regarde, il ne sait pas trop. C'est une excellente question. Je dirais que la première réponse, c'est déjà apprendre à se connaître et identifier ses points forts. Malheureusement, en France, on a toujours tendance à vouloir souligner ce qui ne va pas. Eh bien, regardons autrement l'avenir et analysons le mode de fonctionnement. C'est primordial de bien connaître son profil, ses aptitudes, de mesurer son potentiel. J'insiste, c'est extrêmement important pour tester sa motivation et découvrir justement le parcours qui sera le plus adapté, je dirais, au profil du jeune. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence entre apprentissage, alternance, formation continue, en quelques mots? Ce sont des voies d'excellence. L'alternance, comme l'indique le mot, signifie un cycle alterné d'une semaine ou de plusieurs semaines sous forme de stage, ou également une période en entreprise. La différence entre l'alternance concerne les stagiaires et les apprentis. L'apprentissage permet à un jeune d'obtenir un contrat de travail, contrat d'apprentissage, qui lui permet de suivre ses études avec une alternance en principe de 15 jours, en milieu de formation et en entreprise. La formation continue, par contre, permet à tout salarié de poursuivre sa formation tout au long de sa vie. Merci pour ce rappel. Quels sont vos liens, vous, en tant que directeur d'établissement, avec les entreprises industrielles? Ils sont très, très importants, plus de 500 partenaires au niveau de mon établissement. La présence de l'établissement dans le réseau professionnel est primordiale, j'ai envie de dire, puisqu'elle nous permet de faire le rapprochement entre les attentes, les besoins des entreprises vis-à-vis des formations que nous proposons. Et nous allons jusqu'à garantir l'emploi à ce niveau-là. Vous garantissez l'emploi? Au niveau des formations professionnelles, oui, par le biais justement du partenariat développé avec les entreprises, mais aussi avec la métallurgie. Merci Vincent. Alors on vient de voir le volet formation. Je me tourne vers vous, Céline, on va voir avec vous la partie emploi. On sait que l'industrie en Bretagne se porte très bien. Il y a un recrutement dynamique. Les chiffres l'attestent, on en a parlé tout à l'heure. Ça représente quoi le secteur industriel en termes de volume d'offres? Alors en effet, sur le secteur de l'industrie en Bretagne, on compte aujourd'hui 20 400 entreprises. Donc en effet, des recrutements en masse avec des offres d'emploi
qui sont importantes et qu'on peut retrouver sur le site de Pôle emploi.fr. Donc on a en effet en 2019, on a recensé 26 800 offres d'emploi. Avec, en effet, ça représente un poids de 15% par rapport au volume d'offres totales en Bretagne. Donc un poids important dans l'industrie. Et en 2020, malgré en effet la situation sanitaire, on a totalisé quasiment 19 500 offres d'emploi en Bretagne. Donc un poids à peu près équivalent à l'année 2020. On était à 14% d'offres enregistrées en industrie par rapport au poids total des offres en Bretagne. Et dont un tiers, on peut le rappeler, en CDI. Voilà, donc on a en effet 31%, 35% de CDI, en effet, une part d'intérim importante, mais qui est aussi une manière, un sas pour rentrer aussi sur le métier de l'industrie et qui, très généralement, va plutôt sur de l'emploi pérenne. Et combien d'offres sont à pourvoir actuellement dans l'industrie ? Alors actuellement, on a 5 800 offres d'emploi en effet à pourvoir sur le site, sachant qu'un tiers est en effet en CDI, donc une part importante d'emploi durable. Et sur quel type de métier ? Alors les métiers en effet où on recherche le plus de candidats, sachant que l'industrie c'est quand même plus de 150 métiers qui permettent une grande diversité dans les missions et dans les évolutions de carrière. On va être sur des offres d'emploi importantes en monteur-assembleur mécanique, beaucoup d'offres en conduite d'équipement, alors sur de l'usinage ou sur de l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire. Un nombre important aussi et des besoins récurrents sur les postes de techniciens de maintenance, où en effet il y a une demande très très importante. Ça acquiesce à côté de moi, j'entends, oui, oh oui, on a besoin. Tout à fait, je crois que venez nous voir. Je crois que personne ne pourra dire le contraire. Et puis en effet sur la métallurgie, vous en parlez tout à l'heure, c'est aussi beaucoup de postes à pourvoir sur vraiment des savoir-faire comme les métiers d'usineur, affûteur, soudeur, chaudronnier, voilà. Donc de nombreux postes à pourvoir. Alors, des métiers divers. Moi, en préparant cette émission, je me suis quand même posé la question. Je me suis dit, tiens, on a le Pôle emploi avec nous en plateau. Pourquoi ces offres ne sont pas pourvues ? Alors, on en a parlé au début de l'émission. L'industrie, elle souffre d'une image un peu désuète qui, en effet, tend à revenir sur une image positive, mais il y a encore des idées préreçues qui sont encore présentes et sur lesquelles on doit tous travailler pour donner vraiment une image positive sur le marché du travail. Donc c'est un secteur qui est souvent assimilé à des conditions de travail pénibles, d'environnement souvent bruyant, en tout cas c'est l'idée qu'on peut s'en faire, et en effet des salaires qui peuvent être en dessous de ce qui se pratique, alors que pas du tout. Les salaires bruts dans l'industrie sont en effet supérieurs à 12% par rapport à l'ensemble des secteurs, donc vraiment des évolutions de carrière et des rémunérations qui vont aussi en lien avec ces évolutions, mais avec aussi des démarrages dans le secteur pour des débutants acceptés qui sont vraiment satisfaisants. Donc un secteur dynamique, des nouvelles technologies en effet qui permettent en effet des conditions de travail aussi plus favorables, de l'innovation, des technologies numériques. En gros, comment ça se passe pour les demandeurs d'emploi qui sont intéressés ? De quelle manière vous les accompagnez ? Donc sur l'information sur les métiers de l'industrie, en effet, on a une rubrique sur le site pôle emploi.fr Découvrir mon marché du travail, avec des fiches métiers, des vidéos, des éléments sur le marché du travail qui permet vraiment de se positionner et en effet de voir quel type de poste, quel profil on recherche sur les différents métiers. Donc les demandeurs d'emploi, en effet, pour répondre à la question, peuvent solliciter directement leur conseiller référent pour avoir en effet un entretien dans le cadre de leur projet professionnel, et peuvent aussi consulter évidemment les offres d'emploi que j'ai citées, en nombre de 5 800 sur le site et sur la région Bretagne, et donc en allant directement sur le site pôle emploi.fr. D'accord. Il y a une autre manière aussi de pouvoir s'informer sur ces métiers, c'est la mobilisation sur des événements, qu'on nomme #TousMobilisés, qui sont des événements en lien avec des besoins de recrutement pour faire valoir les métiers en tension et les entreprises qui recrutent. Et donc, on peut en avoir sur de la découverte de métiers, donc une bonne façon de pouvoir d'apprendre s'informer. des métiers, de s'informer, d'aller voir. Avec la présence et des témoignages de salariés ou d'entreprises. Et puis, des actions aussi en lien avec les recrutements. Ouais. Donc, ça peut être des recrutements sur des postes non qualifiés ou qui ne nécessitent pas forcément une expérience. Et on peut aussi être sur des métiers un peu plus qualifiés. Donc tout dépend en effet du besoin de l'entreprise ou du secteur. Est-ce qu'il faut avoir des prérequis justement pour les métiers de l'industrie ? Ou est-ce est-ce que c'est complètement ouvert ? Est-ce qu'on facilite plutôt le savoir-être plutôt que le savoir-faire, les compétences en elles-mêmes ?
Alors le savoir-être est vraiment un élément important, hein, quel que soit le secteur, mais encore plus dans l'industrie. Donc en effet, les prérequis que vont rechercher les entreprises, on va être vraiment sur voilà, l'envie de travailler dans un secteur parfois où il y a une demande de travail manuel. Il y a vraiment une demande aussi sur la rigueur, hein, notamment sur le respect des process, puisque c'est quelque chose d'important dans l'industrie, quel que soit le secteur et les métiers. La polyvalence, travail d'équipe, ce sont vraiment des éléments importants et des prérequis indispensables pour travailler dans ces métiers-là. Après, en effet, de nombreux postes sont ouverts aux débutants. Donc, en effet, il y a vraiment cette possibilité de pouvoir démarrer dans l'industrie et d'évoluer. Ça peut être par le biais de formations en cours d'emploi, mais aussi sur d'autres dispositifs, on en a parlé tout à l'heure. Et Pôle emploi propose aussi des actions de formation préalables au recrutement. C'était ce qui est évoqué sur les questions du chat. La FPR, c'est des actions de formation préalables au recrutement qui permet vraiment d'allier une formation en amont d'un recrutement et qui prend en charge par Pôle emploi, tant sur la période pédagogique que sur la rémunération du stagiaire. Bon, ben, en tout cas, merci à tous les trois pour votre regard et expertise sur les formations et l'employabilité des métiers de la production. Alors, j'espère en tout cas qu'on leur a donné donc les clés de compréhension pour le choix de la formation vers les métiers de l'industrie. Et j'aimerais quand même qu'on termine avec une phrase de conclusion sur cette séquence. Je voudrais laisser la parole à Vincent Maisonneuve. Il a une phrase, une citation qui le suit au quotidien au lycée. Elle est toute simple, mais elle est réelle. C'est « Anticiper l'avenir, c'est bien. Le rendre possible, c'est mieux ». Et c'est une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Merci en tout cas pour cette référence. Merci à tous les trois. Si une machine tombe en panne, la production peut être arrêtée ou ralentie. On fait donc appel à la maintenance. C'est notre troisième étape du cycle de fabrication d'un produit industriel, parcours des métiers. La maintenance industrielle est une fonction majeure. Elle requiert des professionnels qualifiés, ouvriers, techniciens ou ingénieurs qui interviennent pour entretenir et réparer les installations. Elle affiche un besoin constant et croissant de professionnels dans l'esprit de certains. Alors la maintenance, c'est la caisse à outils. C'est désormais bien plus que ça. Eh oui, c'est désormais bien plus que ça. Ce sont les installations maintenant qui sont connectées entre elles avec des outils qui permettent de faire le lien avec cette question prégnante de la sécurité industrielle. On parle d'industrie du futur, de maintenance 4.0. Regardez. Le rythme de production dans l'industrie est essentiel pour répondre aux besoins des consommateurs que nous sommes. Il y a des lignes de production qui fonctionnent de jour comme de nuit. La maintenance doit s'adapter et souvent, les personnes peuvent surveiller et intervenir à distance sur les outils en réseau. Vous avez peut-être entendu parler de l'industrie 4.0 ou de l'industrie du futur? Ça veut dire que tous les services sont connectés ensemble grâce au numérique. Maxime, technicien de maintenance des systèmes de production, un métier en pleine évolution. 8 heures. Après s'être changé, Maxime s'entretient avec sa responsable, salue ses collègues et se connecte au serveur pour planifier sa journée de travail. La première intervention a lieu sur un robot de soudure suite à un incident. Maxime peut localiser la panne, ses causes, réparer le robot, et ce très rapidement. Pas le temps de souffler. Quentin, opérateur en production, l'appelle en urgence. La machine sur laquelle il travaille vient de s'arrêter. Maxime connaît les conséquences d'une interruption de la production. Il faut réparer sans attendre. La tablette se connecte pour identifier la panne, la localiser et suivre les process de réparation. Avec une intervention rapide, la production peut reprendre. Maxime et Quentin ont parfaitement géré cette situation et peuvent aller déjeuner l'esprit tranquille. De retour à l'atelier, ayant reçu les pièces commandées, Maxime peut remplacer celles usagées sur le robot d'assemblage. Cette intervention permet de prévenir toute panne et garantir une continuité de production. Et avec nous donc pour évoquer la cybersécurité et la maintenance, Stéphane Béassin sur ce plateau. Bonsoir Stéphane, vous êtes responsable maintenance chez BSF Life Sciences. Et bonsoir à Guillaume Chouquet en duplex. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Alors vous êtes directeur de spécialité cyberdéfense à l'ESNA, c'est l'École supérieure du numérique appliqué, responsable du pôle cyberdéfense formation donc UEMM Bretagne. On va commencer avec vous Guillaume, merci déjà d'être avec nous en duplex. Alors la Bretagne, on peut le dire, s'est fait un nom dans l'univers de la sécurité jusqu'à devenir pôle d'excellence en cybersécurité. C'est quoi l'enjeu tout d'abord de la cybersécurité pour les entreprises industrielles ?
Alors, pour bien comprendre les enjeux, il faut bien faire la distinction entre les industries et les autres systèmes d'information. Dans un système industriel, on a des machines physiques, contrairement aux autres systèmes d'information. On va avoir des chaînes de production, distribution d'eau, d'énergie. Autre différence aussi, c'est que la durée de vie d'un système industriel est de 30 à 40 ans, contrairement à d'autres systèmes industriels où on est aux alentours de 5 ans. Donc il y a 40 ans, Internet n'existait pas. Autre différence notable aussi, c'est que les intervenants dans les systèmes industriels, dans les industries, sont généralement des automaticiens, des électroniciens, mais il y a peu d'informaticiens. Et enfin, dernier point, c'est que le système en industrie est très hétérogène. C'est-à-dire que les industries ont été faites pour que ça fonctionne, et non pas dans le domaine du numérique pour la sécurité. C'est-à-dire qu'on a rajouté du numérique au fur et à mesure. Donc, tous ces éléments-là font que le système est hétérogène et il est dur à sécuriser. Donc ça, c'est les premiers enjeux. Bon, maintenant qu'on a compris ça, on peut dire que les dommages peuvent être physiques et on peut tuer une personne si le système n'est pas sécurisé. On prend l'exemple le plus connu, c'est celui de Stuxnet qui est apparu en 2009, donc il y a un peu plus de 10 ans, où une centrale d'enrichissement en uranium en Iran a été détruite grâce à un ver informatique, donc un virus informatique qui était sur une clé USB. D'accord. Et alors, concernant l'industrie bretonne, on parle de data, c'est qu'il y a des data centers qui se montent un peu partout, et on entend beaucoup parler en ce moment de vol de données, que ce soit même pour des collectivités publiques, etc., des établissements publics. Il y a une vraie question et prégnante en termes de sécurité des données. Alors, tout à fait. La sécurité des données, c'est un peu le nerf de la guerre. Aujourd'hui, et depuis quelques mois, on entend beaucoup parler des hôpitaux qui se sont fait attaquer en même temps que le Covid. C'est un coup dur pour les hôpitaux. C'est compliqué de protéger ces données. Ça n'a pas été prévu à l'origine. Quand on prend l'exemple d'un hôpital, son fonctionnement, c'est de soigner des gens, pas de sécuriser des données. Donc, il faut absolument aider toutes les industries, aider les entreprises privées ou publiques pour apprendre à se sécuriser au maximum. Alors, quand on parle de maintenance 4.0, d'industrie du futur, je m'imagine à la place d'un technicien de maintenance qui, on l'a vu dans le film précédemment, qui est avec sa tablette. Donc, tous les outils sont connectés. Il peut y avoir des vols de données sur des installations robotiques, cobotiques. On prend une entreprise qui va, je sais pas, faire des gâteaux. Tout repose sur les recettes. Ouais. Les recettes de fabrication, mais aussi, donc ça c'est le savoir-faire, et il y a aussi toutes les données des employés, les clients, les factures, etc. Et donc, quand on a une attaque cyber, on peut perdre, la recette, oui, mais on peut aussi perdre toutes les données suite à un ransomware, où toutes les données vont être chiffrées, et là, une entreprise peut tout simplement mettre la clé sous la porte. Qu'on précise, un ransomware, c'est une rançon. C'est une rançon, tout à fait. C'est comparable à un incendie. Exactement pareil. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des assurances, on va pouvoir racheter des ordinateurs, mais les données ne sont plus présentes. Elles sont détruites. Alors, très rapidement, j'aimerais qu'on fasse un point sur les filières et la formation dans la cybersécurité. C'est désormais enseigné dès le bac pro, selon les filières. Alors, c'est ça. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps et plus on est amené à introduire de la cyber dans les formations. Donc, que ce soit, et c'est une très bonne chose, que ce soit en bac pro, en STI 2D, bac général ou après DUT ou BTS, on introduit de plus en plus de la cybersécurité et dans plusieurs domaines aussi. Si on prend des formations dans l'industrie, on va aussi intégrer
et c'est ce qu'on fait à l'ESTA, hein, c'est qu'on introduit un volet sécurité dans toutes les formations qui existent. Très bien. Alors, on peut le rappeler quand même que l'offre de formation se développe en Bretagne avec cette chance unique que nous avons ici en Bretagne, la Cyber Valley. Donc, félicitations à vous, Guillaume. Merci. Alors, Stéphane Béas, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'activité de BCF Life Sciences en quelques mots et de manière très simple, hein, comme si vous l'expliquiez à votre petit-neveu de 10 ans? BCF, c'est un métier unique en Europe, issu de l'économie circulaire régionale, et on fait de l'extraction d'acides aminés à partir de la kératine, qui est une protéine qui est contenue dans la peau de volaille issue des abattoirs, provenant des abattoirs, sous contrôle vétérinaire. Donc, on fait 65% de notre chiffre d'affaires à l'export. Essentiellement, et on a 80% de nos salariés qui sont actionnaires de l'entreprise depuis mai 2019. Et on a participé aussi en tant qu'entreprise lauréate de l'appel à projet territoire de l'industrie en novembre 2020. Félicitations. Voilà. De manière générale, dites-nous l'importance de la maintenance dans l'industrie, vous concernant en tout cas, ou même de manière générale, effectivement. La maintenance, le but premier de la maintenance, c'est d'entretenir, fiabiliser l'outil de fabrication dans le respect des standards en termes de sécurité, qualité, environnement, afin de livrer nos clients dans les délais. Voilà, on respecte les cahiers des charges auprès de nos clients et des autorités aussi. Et comment se fait la maintenance chez vous alors? Alors nous, la maintenance, on est structuré en trois entités à l'heure actuelle. C'est une maintenance d'exploitation, tout ce qui est curatif, amélioratif, la partie méthode qui regroupe tout ce qui est achat préventif, et la partie automatisme. Alors, sur quel type de machine? Nous, on est sur un process chimique, donc on a des échangeurs, des pompes centrifuges, des centrifugeuses, donc entre guillemets une essoreuse à salade. Voilà, faut imaginer une essoreuse à salade, des filtres sécheurs pour purifier nos produits. Voilà, et beaucoup d'instrumentation aussi pour rejoindre un peu ce que disait mon collègue précédemment, pour l'enregistrement des données, pour la recette. Exactement, puisqu'on vient d'évoquer donc la cybersécurité avec Guillaume. En quoi est-il important de numériser et sécuriser vos données? L'idée, c'est à la fois de fiabiliser, donc ça veut dire d'historiser des données. En cas de défaillance, on peut récupérer les pannes, les écarts par rapport aux standards de fabrication. Donc ça nous permet de dépanner et aussi de faire de la traçabilité de produits. Alors ce sont des métiers, on le rappelle, hein, qui sont bien sûr ouverts donc, aux femmes. C'est quoi le profil du technicien ou de la technicienne de maintenance? Le technicien de maintenance ou la technicienne de maintenance, c'est quelqu'un qui doit être à la fois polyvalent, savoir travailler en équipe, avoir un esprit ouvert et curieux de toutes les technologies, et s'intéresser à tout et rien s'interdire, quoi. Vraiment être curieux et faire preuve d'envie surtout. Alors j'ai l'impression que curieux, c'est un mot qui va revenir très souvent tout au long de cette émission. On l'a vu tout à l'heure avec Mathieu, effectivement, Mathieu Lussier. Dernière question toute simple, est-ce que vous recrutez, Stéphane? Oui, tout à fait. Ouais. Alors dites-nous. Oui, des techniciens de maintenance et aussi des gens en production. Merci en tout cas, merci beaucoup d'être venu Stéphane. Merci à Guillaume Chouquet en duplex. Merci à tous les deux d'être intervenus donc, dans ce grand live de l'industrie, c'était un vrai plaisir. Nouvelle étape, nouveau métier dans ce parcours, la QSE, la qualité, sécurité, environnement. Alors la QSE, qu'est-ce que c'est exactement? Quels sont les avantages d'une entreprise donc, à mettre en place une véritable démarche QSE? Élément de réponse en images. Laissez-moi vous présenter le service qualité, sécurité, santé et environnement. Le contrôle qualité est une étape incontournable dans la fabrication du produit. Il faut vérifier à tous les stades qu'il est bien conforme à ce que l'on souhaite, qu'il est fiable et qu'il peut être consommé. Les principales missions du poste de responsable qualité résument notamment au départ par être garant de la qualité des produits que l'on doit fournir à nos clients et aussi être toujours vigilant sur
l'optimisation qualité-coût, notamment sur le coût matière. On est aussi les patrons, ce qu'on appelle le patron du coût matière. Voilà. On est pilier, entre guillemets, interservice entre les commerciaux, les clients, pour traiter les réclamations, l'équipe qualité qu'il faut manager au quotidien, et aussi, bien sûr, la maintenance avec qui on travaille sur nos outils de fabrication pour qu'ils puissent fabriquer une qualité de produit la plus régulière possible. Qui dit sécurité des personnes dit souvent EPI. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire équipement de protection individuelle. Exactement. On va vous équiper et on va voir si vous êtes beau. Et vous êtes magnifique, vous êtes stylé, hein, et surtout bien protégé. Ça sert à protéger les personnes et garantir une hygiène maximale pour les produits fabriqués. Ah bah tiens Vincent, c'est justement le moment de faire une pause, tu trouves pas? C'est bien parce que c'est vous. Les employeurs sont très attentifs à la sécurité et au bien-être de leurs équipes. L'industrie française progresse en permanence pour offrir les meilleures conditions pour que les personnes se sentent bien au travail. Sympa la salle de pause. On vient de le voir, donc une démarche QSE est avant tout une démarche de prévention qui vise à améliorer la qualité de vie des salariés, donc un enjeu sociétal qui est en lien direct avec la stratégie RSE de l'organisation de l'entreprise, qui est un vrai levier de performance. Bonsoir Samuel Tanet. Bonsoir Vincent. Alors vous êtes ingénieur qualité système et environnement chez Deltador et membre du comité de reporting RSE. Et puis on va saluer aussi en duplex de Lorient Carole Kérard. Bonsoir Carole. Bonsoir. Alors vous êtes chargé d'études et structures chez Naval Group. Samuel Tanet, tout d'abord, Deltador, c'est quel type de société ? C'est une société familiale, un groupe vignal implanté entre Rennes et Saint-Malo. On conçoit, on fabrique en France, on commercialise également donc, des solutions pour la maison et le bâtiment connecté. Pour les marchés français et même internationaux. Nos objectifs, finalement, c'est améliorer le confort de vie et contribuer également à la transition énergétique. D'ailleurs, notre chiffre d'affaires couvre 60% à peu près, contribue en tout cas aux économies d'énergie. Et en France, on peut prétendre avoir équipé près de 5 millions de logements individuels. Alors, avant de parler de la démarche RSE, j'aimerais qu'on parle tout d'abord de votre parcours. Vous venez d'où, Samuel Tanet ? Du Finistère. J'ai fait un bac technique d'ailleurs. On a beaucoup parlé de ce que c'était les bacs techniques. Donc moi, j'ai fait un bac STI, méca. Ensuite, j'étais jusqu'à Lorient. J'ai fait un DUT en gestion de production. Et puis après, je suis parti à l'aventure. Je suis ressorti de la Bretagne. Mais les Bretons voyagent beaucoup, il paraît. Donc j'ai été jusqu'à Angers. J'ai fait un master et même jusqu'à 3. Donc en management des opérations industrielles. Et puis je suis revenu à la Bretagne parce que j'aime bien ça. Vous avez raison. Voilà, c'est très beau. Et donc, j'ai travaillé beaucoup en qualité, sur les processus, système qualité. Je travaille encore beaucoup, énormément là-dessus. J'ai commencé également sur la sécurité, management de la sécurité, à travers des évaluations des risques professionnels, à travers le document unique. Et puis, un peu plus tardivement, je me suis ouvert à l'environnement, finalement. Donc, j'ai eu l'occasion d'aborder beaucoup de sujets dans cette thématique-là. Et plus récemment, donc, je suis maintenant en charge de l'animation de la démarche RSE. Alors, depuis combien de temps vous l'avez mise en place, ces démarches RSE, et comment ça se formalise concrètement dans l'entreprise ? Ouais, alors concrètement, ça fait grosso modo 4 ans, on a vraiment structuré les choses par la mise en place notamment d'un noyau dur, un comité qui mettait à contribution donc les fonctions ressources humaines, les fonctions juridiques, financières et QSE bien sûr, justement pour mettre en place réellement cette démarche. Et pour y arriver, on a commencé un peu à questionner nos parties prenantes, internes et externes, pour caractériser justement nos enjeux. Et ça nous a permis justement de structurer et de rendre cohérent notre démarche au regard, bien sûr, de l'importance des attentes de nos parties prenantes. Donc c'est extrêmement important de savoir à qui on s'adresse, pour qui on le fait. Et ça nous a également permis de structurer notre démarche et d'aligner notre démarche sur la stratégie de développement de Deltador. Ça, c'est intéressant, le parallèle justement entre les deux. Comment c'est perçu par les équipes ? Comment est-ce que vous avez réussi à les faire adhérer à cette démarche ? La bonne surprise au départ, que la RSE, finalement, on en faisait un peu déjà. Il y avait déjà des pratiques, il y avait énormément de sensibilité individuelle au sein de Deltador. Et finalement, c'était déjà acquis pour une partie. Ceci dit, pour les faire adhérer et aller plus loin, nous, par contre, nous alignons finalement leurs objectifs, les objectifs de nos collaborateurs, aux objectifs des directions, des objectifs RSE de nos directions, ce qui nous permet bien sûr de décliner ces objectifs au sein des métiers et des processus de l'entreprise. Très bien. Quels sont les bénéfices pour l'entreprise ?
a les bénéfices assez différents, divers, mais intéressants, pertinents. Moi, certains de mes collègues, mes collaborateurs viennent me voir et me questionnent finalement sur les actions qu'ils pourraient faire, déclencher pour contribuer au développement durable. Et donc, ils proposent forcément leurs idées. Et ouais, carrément. Et en fait, on voit qu'il y a des attentes derrière, beaucoup d'attentes. Et alors, l'une des dernières idées, on a parlé beaucoup des masques tout à l'heure, on en a encore, le mien est tombé par terre, mais je voulais justement le sortir. C'était justement, mais pourquoi Deltador, on n'a pas encore des masques qui viennent d'Ille-et-Vilaine, justement. Et notamment pour améliorer aussi notre empreinte carbone. Donc ça, c'est aussi signe que finalement, il y a des sensibilités. L'action était déjà en partie engagée, mais ça nous a permis en tout cas de le concrétiser. Et un dernier bénéfice quelque part, c'est le travail qu'on fait sur cette démarche RSE, c'est produire justement un document, un rapport RSE, qui permet vraiment de mettre en avant et faire l'état de nos actions finalement, aussi bien pour les parties prenantes externes comme les clients, comme les partenaires, mais aussi les collaborateurs en interne, comme les nouveaux collaborateurs également, donc les futurs salariés de Deltador. Et on rappelle quand même que la diversité fait partie donc des enjeux de Deltador. Hein. Oui, tout à fait. C'est un enjeu qui occupe même la 2e place des enjeux prioritaires de nos parties prenantes. Et d'ailleurs pour nous, Deltador, c'est un sujet important. Il s'agit notamment de prévenir l'ensemble des formes de discrimination, et on le fait notamment en sensibilisant nos collaborateurs sur des sujets comme le handicap ou encore l'égalité homme-femme. Et nous avons un très bel exemple de diversité, de mixité des métiers avec Naval Group. Carole, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter Naval Group ? Oui, alors Naval Group est un groupe industriel français spécialisé dans la construction navale de défense. On compte en 2020 plus de 15 500 collaborateurs entre les différents sites répartis sur les 18 pays. On peut dire que Naval Group est le leader européen du naval de défense. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre job ? Donc, je suis chargée d'études au niveau de la coque et structure de Naval Group à Lorient. Je travaille sur un programme de frégate pour la Marine nationale. Je participe à la conception de la coque et de la structure du bateau. Mon rôle est de concevoir, participer à la réalisation de la maquette 3D sur ordinateur jusqu'à l'industrialisation. Le but est de permettre la fabrication du navire dans le respect des exigences du programme. Pour ça, il faut maîtriser les différents outils de conception assistés par ordinateur et les règles métiers. Alors, Carole, on va rappeler quand même qu'à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars dernier, Naval Group a signé un nouvel engagement en faveur de l'égalité homme-femme, et même femmes-hommes plutôt, les Women's Empowerment Principles, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais en tout cas, qui sont un ensemble de principes offrant des conseils aux entreprises sur la façon de promouvoir l'égalité des sexes et le développement professionnel des femmes. Et j'aimerais quand même donner 2 chiffres. Objectif de l'entreprise pour 2021, atteindre 25% de collaboratrices au sein de ces différents comités de direction. Et aujourd'hui, donc, les femmes représentent 20% donc, des collaborateurs Naval Group. Donc à Lorient, je parle bien de Lorient, et l'objectif est de recruter 35% d'ici 2035. Est-ce que vous pouvez nous rappeler aussi votre parcours ? Oui, alors moi j'ai commencé par un BEP carrière sanitaire et sociale. J'ai fait ensuite un bac sciences et technologies de la santé et du social. Je ne trouvais pas de métier qui me correspondait, je voulais me réorienter. Je voulais un métier technique, manuel et qui recrute sur le bassin de Lorient. C'était important pour moi de rester dans le secteur parce que je viens de l'Île-de-Loire. Je me suis dirigée du coup vers la chaudronnerie. J'ai fait un tout premier stage en chaudronnerie qui m'a tout de suite plu. J'ai pu essayer la soudure et c'est un milieu que j'ai adoré, et aussi par la polyvalence du métier. Suite à ça, j'ai intégré un bac pro technicien en chaudronnerie industrielle en apprentissage du coup. Donc j'ai commencé en 2012. Ensuite, j'ai fait un BTS toujours en apprentissage, conception et réalisation en chaudronnerie industrielle. Et je ne voulais pas tout de suite atterrir dans les bureaux d'études, mais je voulais connaître le chantier. Donc j'ai passé des qualifications de soudure et je suis arrivée chez Naval Group en sous-traitance en tant que soudeuse. Très bien. J'ai ensuite évolué en tant que préparatrice de chantier. Maintenant, ça fait 1 an que je suis embauchée chez Naval Group en tant que chargée d'études. Bon, félicitations pour ce parcours et cette réorientation vers l'industrie. Alors, on parle de féminisation des métiers. Est-ce que vous avez fait face à des freins, subi des remarques de la part de vos collègues masculins quand vous avez démarré votre carrière? Et puis, comment est-ce que vous les avez surmontés rapidement? Alors, j'ai eu déjà des difficultés à trouver l'entreprise d'accueil pour l'apprentissage du bac pro en chaudronnerie. Les entreprises, donc c'était en 2012, et toutes les entreprises, surtout les petites entreprises, n'étaient pas forcément équipées en vestiaire femmes. Donc j'ai dû un peu me déchaîner sur les relances pour trouver cette entreprise d'accueil.
Ça n'a pas été forcément facile à des moments parce que j'ai eu des réflexions du style est-ce que je ne serais pas mieux à la maison ou dans un bureau? Mais je savais que j'avais ma place, que ma place était légitime et que je pouvais tout à fait assumer les différentes tâches du métier de chaudronnière. Donc j'ai dû prouver que j'étais à ma place et j'évolue maintenant en bureau d'études et c'est une ambiance très bienveillante. Très bien. En tout cas, vous avez fait preuve en tout cas d'un caractère très fort. Vous avez réussi à surmonter ces freins. C'est aussi en montrant que vous êtes légitime, que vous avez ce savoir-faire, ces compétences-là que vous avez réussi. C'est ça. Et est-ce que, selon vous, la féminisation apporte un plus dans une entreprise industrielle? Je pense que oui, je pense que la féminisation apporte des qualités complémentaires au niveau technique et au niveau relationnel. À la production, on a tendance à dire que les femmes apportent plus de minutie et de dextérité. Et sinon, l'ambiance, je pense, s'apaise et s'harmonise en général dans les équipes. Totalement, ouais. La diversité, la complémentarité, bien sûr. Ouais. Est-ce que le groupe recrute? Naval Group recrute. Donc, très bien. Surtout à la production. Ouais. Est-ce que des personnes en reconversion peuvent vous intéresser? Oui, tout à fait. Il y a même des formations du coup en interne à Naval Group. Après, au niveau du site Naval Group, c'est très bien expliqué et aiguillé. J'ai une dernière question pour vous, Carole. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes femmes qui nous regardent en ce moment, qui souhaitent travailler dans l'industrie, mais qui hésitent à sauter le pas, à se lancer dans l'aventure? Je voudrais déjà rappeler que travailler dans l'industrie, ça ne signifie pas forcément qu'il est nécessaire d'avoir une grande forme physique et une grande force, et qu'il ne s'agit pas uniquement de manipuler des charges lourdes. L'image de ces métiers est en train d'évoluer et on peut tout à fait s'y projeter. Il faut oser et ne pas se mettre de barrières ou de limites. Nous avons toute notre place, je pense, et les compétences pour assumer les métiers dans l'industrie. Alors Pierre Even, un responsable attractivité et relations école à Naval Group, que vous connaissez peut-être, l'a rappelé dans le quotidien régional le Télégramme. Il n'y a pas de sexe dans les métiers, il faut le démystifier. Carole, félicitations pour votre parcours, vous ne manquez pas de caractère et il en faut. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. La QSE, la RSE, c'est aussi l'affaire de toutes et tous, on le rappelle. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Samuel d'être venu sur ce plateau du Grand Live de l'Industrie. Bravo pour vos parcours à tous les deux. Dernière étape de notre parcours des métiers pour ce Grand Live de l'Industrie, ce sont les fonctions support. Des métiers pour tous et pas seulement techniques, ce sont les fonctions support avec une transversalité et diversité des métiers. Avec nous pour en parler, Florence Dijoux. Bonsoir Florence, bonsoir Stéphane Marchand. Bonsoir. Alors Florence, vous êtes responsable des ressources humaines chez Axilone et Stéphane, vous êtes assistante technique dans l'entreprise Panaget. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors la question des fonctions support dans l'industrie revient souvent dans les forums, dans les rencontres entre les jeunes en formation, les demandeurs d'emploi et même les professionnels des différents secteurs. Eh bien je vous propose de découvrir ce que sont les fonctions support. Toutes les personnes qui travaillent ne sont pas forcément en train de fabriquer des produits. Bienvenue dans les services support au métier de l'industrie. La gestion de l'entreprise, l'achat de matières, la comptabilité, les ressources humaines, la partie commerciale, le transport de marchandises et bien plus encore. J'ai commencé en tant que préparateur de commandes, puis à la construction de la plateforme, je suis passé agent de quai et aujourd'hui je suis chef d'équipe expédition. On a l'avantage d'avoir beaucoup de formations au sein de la société. En ce qui me concerne, j'ai une personne qui m'est rattachée, qui est gestionnaire de stock, qui est très autonome, donc les relations sont plutôt simples également. J'ai commencé en tant que chaudronnier soudeur et ça fait 3 ans que je suis devenu chargé d'affaires et là je propose mon expérience professionnelle à des clients, je fais les devis, je fais les prix et je fais attention à respecter les délais des commandes de nos clients. L'avantage de l'industrie aujourd'hui, c'est que c'est pas du travail à la chaîne à serrer des écrous toute la journée, c'est vraiment un métier à part entière où tout le monde peut s'épanouir. De retour donc sur le plateau du Grand Live avec un autre exemple de parcours que l'on peut trouver dans ces fonctions support avec vous, Stéphane. Alors, Panaget, c'est une entreprise donc, de la filière du bois. Est-ce que vous pouvez nous la présenter rapidement? Quel type de produit vous fabriquez?
Oui, donc nous on fabrique du parquet massif et contre-collé. Donc on est une entreprise d'environ 150 salariés et on a 2 sites de production en Bretagne, donc un à Redon et un à Bourg-Barré. Ça représente combien de salariés? 150 à peu près. 150 155 salariés. Oui. Donc c'est une fabrication 100% bretonne. Hein. Oui, voilà, oui. Ah, voilà, très bien. Ça fait combien d'années que vous travaillez chez Panaget? Donc moi, ça fait 16 ans que je travaille chez Panaget. Je suis rentré à l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans, vous avez quelle formation? J'ai aucune formation. Ah, d'accord. Alors, vous êtes rentré en disant, voilà, moi je suis motivé, j'ai envie de travailler, et vous êtes formé au fur et à mesure. Voilà, il fallait travailler. Donc à 18 ans, j'ai donné mon CV dans cette entreprise, et du coup, j'y suis resté depuis ce temps-là. Est-ce que vous pouvez nous dire votre parcours, comment ça s'est passé depuis ces 16 ans? J'ai fait beaucoup de formations en interne. Si vous voulez, ils m'ont fait faire des formations en interne. Donc du coup, après, j'ai commencé en tant que manutentionnaire au début. Ensuite, j'ai été sur du réglage de machines. Ça a commencé à m'intéresser, donc je faisais un peu de réglage de machines. Ensuite, du coup, j'ai été régleur, j'ai fait du réglage de ligne. Et maintenant, je suis assistant technique. Assistant technique, et alors, ça consiste en quoi ce travail? Assistant technique, je peux faire de l'amélioration de machines, je vais être en relation beaucoup avec les régleurs pour les aider sur leur réglage, je fais aussi de la formation des nouveaux arrivants sur les lignes, je les forme aussi. Donc je fais un peu de ça, c'est un peu varié. Hein, Et quels sont vos champs d'intervention, les interactions que vous avez avec les autres services? Je suis beaucoup je suis entre la maintenance, la prod et tout le service technique. En fin de compte, je fais le pont un peu entre tout le monde. Ah, c'est intéressant. Oui, très, oui. Alors comment ça se passe? En fait, moi j'ai juste envie de comprendre de manière très factuelle. Vous êtes assistant technique, vous avez d'un côté la production, de l'autre la maintenance, même si vous êtes plutôt, ce que j'ai compris, affilié plutôt production. Oui, voilà, oui. Il y a un problème, ça se passe quoi? Comment ça se passe? Il y a un problème, dans un premier temps, si un régleur a un problème, il va venir me voir moi avant peut-être de contacter le service maintenance. D'accord. Moi, je peux déjà dépanner avant, donc je vais le faire. Et après, je peux remonter aussi les informations à ma chef et au service technique pour proposer des améliorations, voir ce qu'on peut faire pour améliorer ou même aider à perdre moins de temps sur des réglages ou faire gagner du temps à l'entreprise. Donc en fait, vous améliorez le process de fabrication. Voilà, je participe à l'amélioration des process de fabrication. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans votre métier? Un peu de tout, c'est la polyvalence. On est en contact un peu avec tout le monde, on voit vraiment plusieurs étapes de la fabrication, on travaille un peu avec tout le monde, donc on est un peu en relation avec tout le monde, on est un peu au milieu et on se balade comme ça en essayant d'aider un peu tout le monde. Cette polyvalence et de former aussi les nouveaux arrivants, c'est quelque chose d'intéressant, de former des nouveaux sur des lignes qu'on connaît mieux qu'eux, leur apprendre ce que c'est que le bois, comment on le travaille. Il y a une transmission du savoir-faire. Voilà. En fait, vous apprenez aux nouveaux arrivants ce qu'on vous a appris il y a 16 ans. Voilà, exactement ça, oui. Ah, c'est vraiment chouette en tout cas. Bravo en tout cas pour ce parcours. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la manière dont vous avez été formé? Est-ce que vous avez fait des formations internes ou alors même des formations externes, comme il en existe énormément sur le territoire breton? Donc nous, c'est beaucoup de formations internes. J'ai fait beaucoup de formations internes. J'en fais aussi maintenant et encore aujourd'hui en externe sur tout ce qui est les bases de l'électricité et tout ça aussi, moi, pour m'améliorer aussi moi dans mon domaine. Mais sinon, c'est beaucoup de formations en interne. J'ai fait des formations à Bibois, j'ai fait des formations pour connaître le bois parce que je ne connaissais pas le bois quand je suis arrivé chez Panaget. Donc pour connaître tout ça et puis pour m'améliorer aussi moi dans mon secteur dans mon service. Si vous voulez. Comment pourriez-vous qualifier votre travail? Intéressant. Très intéressant. Moi, je sais que j'adore tout ce qui est amélioration de machines. On a un problème, faut le résoudre. C'est très intéressant, très gratifiant quand il en arrive aussi. Qu'on arrive à résoudre un problème, que ça facilite la vie de tout le monde. C'est quand même très gratifiant pour nous. Non, on imagine un bel exemple d'évolution de parcours. Bravo en tout cas. On a le côté terrain. On va voir avec vous côté RH, les passerelles métiers donc qui sont possibles et elles sont nombreuses. Florence, vous êtes la responsable ressources humaines d'Axilone sur les 2 sites français de Guidel et Auray. Axilone, c'est quel type d'entreprise? Alors Axilone est un groupe industriel spécialisé dans la conception et la fabrication d'emballages de luxe pour la beauté. Nous appartenons au groupe international Ileos et nous sommes implantés dans différentes régions, aux États-Unis, en France, en Espagne et en Chine. Alors en France, Axilone Plastique, c'est 2 sites dans la belle région du Morbihan, un site à Auray et un site à Guidel, et ça représente 230 salariés. 230 salariés. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire avec quel client vous travaillez? Alors on travaille avec les grands clients, les grands noms de la cosmétique, tels que le groupe LVMH, L'Oréal, Dior, Estée Lauder, le groupe Rocher. Voilà.
Très bien, donc de belles marques, effectivement. Tout à fait. Pour préciser les choses d'abord, c'est qu'à Accelon Plastique, nous, on est spécialisé dans la fabrication et la production de solutions plastiques. Donc, on est spécialisé dans l'injection plastique sur la parfumerie, sur le soin et sur le maquillage avec le rouge à lèvres. On est intégré en moule, donc on va fabriquer nos moules. Donc on a plusieurs métiers. On est dans le process d'injection, d'assemblage et de décor. Et puis on est aussi attentif à l'environnement en essayant de proposer à nos clients des matières recyclées et recyclables. Vous avez fait de la RH depuis à la sortie de vos études? Oui, moi j'ai une maîtrise en droit privé. J'ai fait une spécialisation en gestion des ressources humaines à Rennes. J'ai toujours travaillé dans les ressources humaines, dans différents secteurs d'activité. C'était ma question justement. Voilà, dans l'industrie avant. Dans le service, dans la restauration collective, plutôt en région parisienne au départ, et puis l'appel de la Bretagne a été trop fort. Oh bon, on imagine. Et je suis revenue chez Accelon depuis 9 ans maintenant. Dans le Morbihan. Alors concernant ces passerelles métiers, comment ça se passe au sein d'Accelon? Alors au sein d'Accelon, on a la volonté de promouvoir la promotion interne et de faire monter en compétence nos salariés quand c'est possible. La plupart des postes sont affichés en interne et puis je peux citer quelques exemples parce que des passerelles métiers existent. Des opérateurs peuvent évoluer vers la fonction de conducteur d'équipement, dans la fonction de régleur en injection ou en parachèvement, au sein du service qualité. On a aussi des chefs d'équipe qui sont des anciens régleurs, donc qui ont évolué vers le management ou qui peuvent évoluer aussi vers leur expertise métier, plutôt dans le métier de metteur au point. Enfin, voilà, les exemples sont multiples, les passerelles existent, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres et que le champ des possibles est tout à fait large. Alors comment susciter leur intérêt, l'intérêt de sortir en tout cas de leur zone de confort, du cloisonnement, de leur zone de métier, j'ai envie de dire. Comment est-ce que vous arrivez à identifier les personnes pour les faire passer d'un métier à un autre chez Accelon? Alors effectivement, c'est parfois difficile pour un salarié de se projeter sur un autre métier, surtout s'il le fait depuis très longtemps. Je dirais qu'il faut d'abord oser et devenir acteur de son parcours professionnel. C'est important. Oser postuler lorsque le poste est affiché. Et puis à nous aussi, service RH, en utilisant les entretiens professionnels ou les entretiens annuels, d'identifier ses salariés. Les managers aussi, ils travaillent avec eux au quotidien, donc savoir identifier les potentiels, de susciter la vocation, de parler des métiers qui existent. Et puis peut-être aussi de décloisonner un peu les métiers, de faire découvrir, même au sein d'une même entreprise, les métiers qui existent. Parce que quand on voit le parcours de Stéphane, il a démarré, il a pas de diplôme et maintenant il est assistant technique. Au bout de 16 ans, il a évolué et donc ça s'est passé par la formation interne, maintenant externe, parce qu'on n'arrête pas d'apprendre tout au long de sa vie professionnelle, c'est important de le préciser. Comment est-ce que vous les accompagnez, vous? Alors c'est vrai qu'une fois que le salarié est sélectionné et qu'on a identifié les compétences qui devaient être acquises ou développées, l'accompagnement passe essentiellement sur de la formation externe et interne et du tutorat. Effectivement, de la formation externe, ça peut être qualifiant et nous, de plus en plus, on essaye de qualifier et que les salariés obtiennent un certificat de qualification professionnelle, les CQP. Alors on a de la chance, la Fédération de la plasturgie a mis un certain nombre de CQP. Est-ce que vous recrutez? Oui, on recrute, nous sommes en plein développement et nous recrutons sur les 2 sites dans des fonctions d'encadrement, comme un responsable d'unité de production ou un coordinateur qualité production. On recrute aussi des conducteurs d'équipement, puisqu'on a la volonté d'ouvrir les week-ends, donc sur des horaires de week-end. Conducteurs d'équipement de nuit, voilà, de nombreux postes sont à pourvoir. Quels sont les arguments pour attirer la main-d'œuvre, qualité de vie au travail, salaire, reconnaissance, formation? Qualité de vie au travail, c'est important. Effectivement, on essaye d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer les locaux, d'écouter les salariés. Mais la qualité de vie au travail, c'est l'affaire de tous. Le bien-être, il faut avoir envie et chacun doit participer à ce bien-être. C'est important. Alors, si vous aviez un conseil à donner à des jeunes sans qualification qui nous regardent, qui ne savent pas quel chemin à prendre, ce serait lequel, Stéphane? Il faut arriver motivé au boulot, rester motivé, et être patient. Les évolutions, ça se fait pas sur 2-3 jours, c'est sur des années complètes. Si on est motivé, curieux et qu'on s'investit dans notre entreprise, normalement, ça fonctionne. Soyez curieux, motivés, osez. Je suis persuadée qu'un jeune sans qualification peut s'épanouir et évoluer dans nos belles industries bretonnes. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau du Grand Live de l'Industrie et c'est le moment de conclure cette émission.
pour conclure cette émission, Daniel Thunier nous a rejoint, le président d'Agir Bretagne. Alors, motivation, compétence, évolution, diversité, oser, ce sont des mots qui sont revenus tout au long de cette émission. Oui, on a, vulgairement, je vais dire, on a bu du petit lait. Je pensais connaître l'industrie bretonne, hein, mais j'en ai encore découvert beaucoup de contours. On a vu, qu'est-ce qu'on a vu dans cette émission? On a vu d'abord un vaste secteur qui se bouge, qui se réinvente, hein, qui se réinvente en permanence. Moi, j'y ai vu, et pas tout seul, beaucoup d'intelligence hein, dans les propos. Les métiers, les technologies ont beaucoup évolué ces dernières années. C'est vrai. On y met en face des gens sérieux. C'est un secteur dynamique qui recrute. On l'a vu, c'est un secteur qui sans cesse offre de belles opportunités à tous les niveaux. C'est aussi une profession féminine. On a vu le témoignage de Carole tout à l'heure à notre chaudronnière, donc qui, j'espère, a donné des envies à beaucoup de ses consoeurs. C'est un secteur qui offre de la stabilité avec une majorité de CDI, très important. On a parlé aussi des niveaux de salaire. C'est un secteur dans lequel on peut facilement évoluer tout au long de la vie. On n'est pas figé à un métier, on bouge, on passe d'un secteur à un autre. On a vu le parcours des différentes personnes. Des parcours incroyables. Hein. Des parcours, et puis des volontés de dire, bon, je passe d'ici, je vais ailleurs. Il faut dire aux jeunes, aux demandeurs d'emploi, à toutes les personnes qui recherchent, et notamment aux parents, et j'allais dire à une génération, la génération des grands-parents, qui ne savent pas ce que c'est l'industrie, parce qu'ils ont vécu avec l'industrie d'antan, celle qu'on a eue pour ceux qui ont des cheveux blancs. Il faut dire aux gens d'aller vers l'industrie, venez dans l'industrie. Il faut rencontrer des enseignants, il faut rencontrer des conseillers. Il faut aller à la découverte. Je sais qu'aujourd'hui, on a des difficultés pour pouvoir faire rentrer les gens dans les entreprises. Mais ça va revenir. Des parcours, et le parcours que l'on a présenté tout à l'heure, le parcours digital, lui, il est accessible sans masque. Donc on peut y aller. Il est assez bien fait. Il y a plein de métiers, plein d'entreprises très différentes dans cette belle région. Les entreprises nous attendent, vous attendent. Donc allez-y, poussez les portes. Et en tout cas, merci à tous les invités, merci à tous les gens qui ont témoigné, merci à tous nos partenaires pour cette belle émission. On les voit à l'antenne. On va aller voir à l'antenne les partenaires, bien sûr. On leur répète et on leur redit tout le bonheur qu'on a eu à préparer cette émission et qu'elle ne pouvait exister que grâce à eux. En tout cas, merci à vous. Merci à vous, Vincent. Merci. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Merci à vous, Daniel Thunier. Merci effectivement à nos invités pour leur témoignage qui, nous l'espérons, vous ont donné envie de vous lancer dans cette belle aventure de l'industrie en Bretagne. Merci de nous avoir suivis. Le replay est à retrouver très prochainement. On vous donne rendez-vous d'ici là, comme l'a dit Daniel, sur le site du parcours des métiers industriels. Émission produite par Agir Bretagne et Happy Prod, réalisée par Invisia Prod. Osez l'industrie bretonne, osez les nombreuses opportunités de formation et d'offres d'emploi sur le territoire. Prenez soin de vous et à bientôt.